Mesdames et messieurs, bonsoir et très bonne année 2018. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de Code 24, rétrospective 2017. Ce soir, retour dans les pays qui ont marqué l'actualité de ces 12 derniers mois avec les grands reportages qui ont été diffusés sur notre antenne. Aux Philippines, depuis l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte fin juin, il ne se passe pas une nuit à Manille sans la découverte en pleine rue de dizaines de corps criblés de balles. Le nouveau président s'est lancé dans une guerre sans merci contre les trafiquants et les consommateurs de drogue. Plus de 5000 personnes ont déjà perdu la vie, tombées sous les balles de la police ou de civils jouant les justiciers. Et le président philippin n'a pas l'intention de s'arrêter là. Reportage de Ophélie Jomatrice, Mariana Dardar. Aux Philippines, les rues colorées de Manille cachent une traque macabre, une guerre sans pitié contre le narcotrafic. Dans leur campagne anti-drogue, les policiers commencent par recenser tous les consommateurs de stupéfiants. Ces opérations consistent à faire du porte-à-porte chez les consommateurs de drogue pour leur faire remplir cette fiche biographique. Ces données nous servent ensuite à enregistrer leur profil et à les surveiller. Voici le formulaire que je vais vous remettre. Je vais vous demander de le signer, s'il vous plaît. Ce consommateur de méthamphétamine s'exécute et indique des données parfois très personnelles. On me demande si j'ai des cicatrices, si j'ai des grains de beauté, ma nationalité ou si je suis marié. On va maintenant rapporter ces documents au commissariat. On va ainsi pouvoir les surveiller continuellement et vérifier qu'ils arrêtent bien de prendre de la drogue. Sinon, on les aura dans le collimateur. Éviter à tout prix de se retrouver dans le collimateur des autorités. C'est pour cette raison que Daniel Vergara a préféré passer aux aveux auprès des policiers, tout comme 700 000 autres usagers ou dealers de drogue du pays. Je me suis manifesté auprès des autorités parce que je veux qu'elles sachent que j'arrête de me droguer, que je suis clean. Je n'ai pas peur parce que je ne fais rien de mal, je suis quelqu'un de bien. L'homme qui fait trembler les consommateurs et les trafiquants de drogue, c'est Rodrigo Duterte. Surnommé le Donald Trump d'Asie, le nouveau président philippin a lancé une campagne coup de poing contre le narcotrafic depuis son élection en mai. Comme il l'a déjà dit publiquement, il est prêt à tout pour gagner ce combat. Il n'y aura aucun relâchement dans cette campagne. Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que le dernier baron de la drogue, le dernier financier et le dernier trafiquant aient capitulé ou soient derrière les barreaux ou bien sous terre si c'est son souhait. Bilan de cette campagne anti-drogue, 2300 personnes abattues en 4 mois selon la police nationale. Et il faut généralement attendre la nuit pour comprendre la réalité de ce chiffre glaçant. Après plusieurs semaines de négociations, nous convaincons ces policiers de nous laisser assister à une opération qui vise à prendre 2 trafiquants en flagrant délit. Voici la zone d'intervention, je vais vous la montrer sur le tableau. C'est une opération d'infiltration dans laquelle l'officier Garliano va se faire passer pour un acheteur. Voilà, ça c'est la maison des suspects. Est-ce que vous avez des questions? Que doit-on savoir sur ces hommes? Rappelez-vous qu'ils sont armés et dangereux. Mais souvenez-vous, la vie de nos concitoyens est notre préoccupation principale, ainsi que le respect des droits de l'homme. Au nom du Père, du Fils, Seigneur, guide cette opération. Amen, amen, amen. Au milieu de la nuit, les policiers prennent la route d'un quartier chaud de Manille. Notre caméra nuirait à leur opération d'infiltration. Nous ne pouvons pas les suivre jusqu'au domicile des suspects. Quand nous arrivons sur les lieux 2 heures plus tard, les policiers sortent de la maison un homme entre la vie et la mort, sous le regard choqué des voisins.
puis un second. Les trafiquants décéderont peu après à l'hôpital. À leur domicile, les policiers retrouveront 10 sachets de méthamphétamine pour une valeur estimée à 280 € environ. Pour connaître le fin mot de cette fusillade, nous devons attendre le lendemain. Notre policier, qui s'était fait passer pour un acheteur, était sur le point de recevoir la drogue quand les trafiquants ont compris qu'il n'était pas vraiment un acheteur et une fusillade a éclaté. Nos policiers ont dû se défendre et ont tiré sur les dealers. Les trafiquants sont décédés un peu plus tard à l'hôpital. La légitime défense, c'est l'argument le plus souvent avancé par la police pour justifier ces exécutions sommaires, sans preuve ni procès. Mais à la Commission nationale des droits de l'homme, on s'interroge sur ces méthodes. Gwendoline Pimentel-Gana est en charge d'une enquête sur 250 cas d'exécution extrajudiciaire. Nous, ce qui nous gêne, c'est que les policiers expliqueront toujours que les suspects ont riposté et qu'ils ont été obligés de les tuer. Mais la question est, pourquoi cela doit-il si souvent se terminer par des exécutions? Pourquoi ne peuvent-ils pas les immobiliser? Donc ce que nous proposons, c'est que les policiers soient transparents durant leurs opérations. Par exemple, qu'ils aient une caméra corporelle ou qu'un policier qui les escorte prenne une vidéo de l'opération. Mais aux Philippines, la guerre contre la drogue ne serait pas menée par les seuls policiers. Des tueurs à gages ou des groupes d'autodéfense sont aussi soupçonnés de s'en prendre aux trafiquants de stupéfiants et même aux simples consommateurs. Une loi de la jungle encouragée par Rodrigo Duterte lui-même. Le président philippin a déjà publiquement incité les citoyens à prendre les armes contre les dealers de drogue. C'est ainsi que Joven Serrano, un trafiquant de méthamphétamine, a été criblé de 7 balles par des hommes casqués dans une ruelle à quelques mètres d'ici. Selon la coutume philippine, son cercueil est exposé en pleine rue, en attendant les funérailles. Je suis en colère contre les tueurs, parce que j'ai 4 enfants qui aujourd'hui ont perdu leur père. Bien sûr, je me dis que les meurtriers aussi ont des parents, une femme, des enfants. Pourtant, je veux qu'ils soient exécutés eux aussi. Ceux qui ne sont pas abattus en pleine rue terminent souvent derrière les barreaux. 26 000 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de la lutte contre la drogue. Dans la prison de la ville de Quezon, au nord de la capitale, les détenus dansent chaque jour dans le calme et la discipline. Mais l'afflux de prisonniers rend la situation intenable. Conçue pour accueillir 800 personnes, la prison en compte aujourd'hui 3700. Dont plus de 60% pour des infractions liées à la drogue. Cet homme, qui tient à rester anonyme, en fait partie. Il a été arrêté en juillet dernier pour avoir consommé de la méthamphétamine. Voici mon dortoir. Depuis, il partage sa cellule avec 114 autres détenus. Ici à l'intérieur, c'est tellement difficile que des gens ont commencé à dormir à l'extérieur du dortoir. Au final, aujourd'hui, il y a plus de gens qui dorment dehors que dedans. Il nous montre son lit, ou plutôt le trou de souris dans lequel il passe ses courtes nuits. Il fait tellement sombre qu'un détenu est obligé de l'éclairer pour éviter qu'il en écrase d'autres. Son audience devrait se tenir dans les prochaines semaines. Mais étonnamment, il ne semble pas impatient de retrouver sa liberté. On est déjà étiquetés comme des consommateurs de drogue, donc c'est plus sûr pour nous d'être ici en prison. Les policiers pourraient nous tuer dehors. La campagne anti-drogue a aussi entraîné d'étonnantes rémissions. Dario Albessa, un ancien accro à la méthamphétamine, n'hésite plus à se lever à l'aube pour faire du sport. Je m'échauffe pour aller à mon cours de Zumba. J'ai peur d'être tué. C'est pour ça que je prends des cours de Zumba. C'est la Zumba ou la tombe.
Depuis juillet, il participe à ces cours gratuits de danse. Ces sessions étaient à l'origine destinées aux femmes enceintes. Mais depuis quelques mois, les consommateurs de drogue sont encouragés à y participer. Celle qui a eu cette idée, c'est Angelina Tablan, l'élue du quartier. Je pense que c'est un succès parce que les autres quartiers copient déjà nos cours de Zumba. Oh là là, je suis claqué, mon Dieu. Je sens que les résidus de la drogue sont évacués avec ma transpiration et je me sens bien. En plus du volet répressif, la campagne anti-drogue passe par la construction et l'extension de centres de désintoxication. Car ils sont rares aux Philippines. Il n'en existe aujourd'hui que 40 pour 1,8 million de toxicomanes dans l'archipel. Le centre de Bicutan en fait partie. Il vient de recevoir 55 000 € de la part du nouveau gouvernement. On a dû se dépêcher de construire de nombreuses installations. On a pu terminer un dortoir pour une capacité de 400 patients et 4 autres sont en cours de construction. Cela va augmenter notre capacité d'accueil de 500 patients. Spécialiste en addictologie, le docteur Bien Leabres estime que la politique du gouvernement Duterte a eu le mérite de s'attaquer de front au fléau de la drogue. Avant, le problème de la dépendance à la drogue n'avait pas été totalement abordé, pas comme aujourd'hui. Maintenant, le gouvernement fait de la dépendance à la drogue une priorité et une question de santé publique. 2 jours après avoir quitté Jeannette Serrano, nous la retrouvons aux obsèques de son mari, l'une des nombreuses victimes de la campagne anti-drogue. Le cortège passe dans la rue où Joven Serrano a été abattu, avant d'atteindre le cimetière nord de Manille, le plus grand de la capitale. C'est ici que les proches de Joven l'accompagnent jusqu'à sa dernière demeure. Nous nous sommes rendus sur la scène du crime parce qu'on voulait que les meurtriers se sentent coupables de ce qu'ils ont fait. Le président Rodrigo Duterte laisse des hommes se faire tuer comme des animaux. Malgré l'explosion des exécutions qui soulèvent l'indignation partout dans le monde, une écrasante majorité des Philippins continue de soutenir le président Rodrigo Duterte et sa guerre contre la drogue. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, le village de Ferrette en Alsace a mis en place un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans une ancienne caserne de gendarmerie. Après des mois d'errance sur les routes d'Europe, des familles afghanes, irakiennes ou syriennes y font étape et goûtent le calme de la campagne française. Le projet, d'abord critiqué par une partie des villageois, a finalement été accepté et la solidarité s'organise. Nos reporters Jean Barrère et Chris Moore s'y sont rendus. Voici leur reportage. Quand ils naissent, on leur met des boucles d'oreilles avec un code dessus pour les reconnaître. Visite à la ferme, une première pour beaucoup de ces enfants qui en découvrent tous ces aspects. Ces enfants sont des réfugiés. Installés dans un village proche, ils commencent tout juste à se faire à leur région d'adoption. Depuis quelques mois, le sud de l'Alsace accueille de nouveaux venus. Entre le Jura et les Vosges, à quelques kilomètres de la Suisse, voici Ferrette. 700 habitants et désormais près de 80 migrants. En février 2016, le village accueillait un centre pour demandeurs d'asile. Une décision alors vivement critiquée par une partie de la population. Mais le projet est mené à terme et le centre installé dans cette caserne de gendarmerie désaffectée. Aujourd'hui, les équipes de gestion inspectent les 17 appartements du centre.
Si, ça va bien, monsieur? Oui, ça va, merci. Pas de problème. Avec les voisins, pas de soucis, pas de bruit, la nuit? Yeah, no problem. Ça, c'est vous qui avez fait? Oui. Cool. C'est tout. Donc aujourd'hui, on fait un contrôle dans les logements pour voir que voilà, les conditions d'hygiène sont bien respectées, que les gens, on pose aussi la question aux résidents si la vie en collectivité, parce que du coup, ils partagent des appartements. Il y a des familles, des isolés, donc du coup, on essaie de voir que tout se passe bien et au mieux, et on règle les problèmes si effectivement il doit y en avoir. Différentes nationalités se côtoient, Afghans, Syriens, Soudanais. Ils sont hébergés ici, dans l'attente de savoir s'ils pourront rester en France. Il y a des personnes qui arrivent, alors soit ils viennent de Calais, de Paris, et voilà, ils sont orientés dans notre structure le temps de leur demande d'asile. Il y a une équipe de 4 personnes qui va les aider à rédiger leur histoire. Après, ils envoient un dossier à Paris pour expliquer en fait pourquoi ils ont quitté leur pays et les craintes qu'ils ont en cas de retour dans leur pays. Dans un des appartements, cette famille syrienne arrivée il y a 2 semaines. Installés ici avec 6 de leurs enfants, ils font partie des 30 000 Syriens que la France s'est engagée à accueillir. Il y a 1 an, ils fuyaient Deraa après le bombardement de leur ferme. Nous avions des poulaillers. Nous produisions des œufs. Nous sommes allés en récupérer dans un des hangars quand tout à coup, un obus est tombé sur ce hangar. Ma fille Sherestan et mon fils étaient à l'étage. Ils sont descendus très vite. Un autre obus les a manqués de peu. Le père n'a pas eu la même chance. Il est tombé du 2e étage d'un bâtiment lors du bombardement. Grièvement blessé, il en porte encore les séquelles. Ça lui a cassé la mâchoire, et même le cou, son bras, et même ses côtes. Même ses côtes. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris la fuite. 9 mois en Grèce avant d'arriver en France. Un périple qui a laissé la plus petite d'entre eux traumatisée. Ici, ils retrouvent un équilibre. Maintenant, nous sommes stables. Nous avons des cours de français. Nous sommes enfin en sécurité et c'est ce que nous cherchions. Nous y sommes enfin parvenus. Dieu merci. Les enfants seront scolarisés à Ferrette dès le mois de janvier. Dans le centre, la monotonie du quotidien est ponctuée par les cours de français. Bonjour Nadia, bonjour Ami. En attendant l'école, la famille Hussein apprend les bases de la langue. Aujourd'hui, Jean-Michel assure le cours. Il est l'un des 45 bénévoles engagés auprès des réfugiés. Alors, Mariam, tu nous dis encore ce que c'est ça? Un chien. Allez, tu vas encore jouer. Hassan, tombe. Allez, tombe. Hassan est couché. Je suis couché par terre. L'apprentissage d'une nouvelle langue demande du temps et pour certains, il y a encore quelques efforts à faire. Le plus long. C'est difficile. La pluie tombe. La pluie tombe. Aux côtés de la famille Hussein, parmi les élèves du jour, Nadia et Sanaoula, ce couple d'Afghans est arrivé il y a 8 mois. J'ai très envie d'apprendre le français. Il faut que je l'apprenne, parce que je ne parle pas du tout l'anglais, et je ne parle pas d'autres langues. Et il n'y a pas d'Afghans ici qui puissent nous aider à traduire. Et du coup, on a vraiment envie d'apprendre. Nos petites filles, Mariam et Parissa, vont aussi à l'école. Et finalement, c'est elles qui nous apprennent le français. Parissa et Mariam ont 4 et 5 ans. Depuis l'installation du centre, l'école a accueilli plus d'une dizaine d'enfants immigrés. Dans leur classe de maternelle, les 2 sœurs se sont très vite intégrées et maîtrisent le français comme leurs camarades de classe. Très bien. Je dis bonjour à mes copains et je fais plein de bisous à tous mes voisins. La directrice de l'école se remémore leur arrivée en mars 2016. Elles avaient tout simplement envie d'être avec les autres enfants, donc ça s'est très très bien passé. Je me souviens d'ailleurs, le jour où elles sont arrivées, c'était un jour un peu comme aujourd'hui, avec un grand soleil. On était dans la cour de récréation et les premiers mots qu'elles répétaient, c'était soleil. Dans cette classe, il y a d'autres enfants qui viennent d'ailleurs, et pas forcément des enfants qui sont migrants. Donc c'est vrai que cette mixité fait que tout le monde s'accepte.
Cet après-midi, l'école accueille Saint-Nicolas, le patron des enfants sages. Qu'est-ce que vous êtes sage? On entendait même les mouches voler. Chaque année, les enfants qui ont bien travaillé reçoivent friandises et cadeaux, l'occasion pour Mariam et Parissa de découvrir une tradition alsacienne. L'Alsace a toujours été accueillante. Elle a été traversée par beaucoup de peuples, puisqu'elle se trouve sur la frontière, avec des périodes plus heureuses, des moins heureuses. Mais je pense qu'on peut dire que les Alsaciens sont de nature accueillante, oui. Cette nature accueillante, elle s'est manifestée pour Aziz. Salut Elisabeth. Salut. Aziz, enchanté. Lui vient de quitter le centre, en poche un titre de séjour. Son choix, rester à Ferrette. Les habitants l'ont aidé dans son installation. Une nouvelle étape l'attend désormais. Tu as rendez-vous avec Pôle emploi, oui. De quel travail? Mon travail à bâtiment, peinture. Oui, il n'est pas le premier à s'installer pour chercher une vie meilleure. Regarde, moi je suis d'origine italienne. Ah, d'accord. Voilà, mon père est venu d'Italie, tu vois, je veux dire, je suis né en France, mais mon père est venu d'Italie. C'est la Sardaigne, parce qu'après la guerre, il n'y avait pas de travail là-bas. Oui, tu comprends? Et les gens, ils venaient aussi chercher parce qu'il fallait manger. Avec ses efforts pour apprendre le français, Aziz a très vite été accepté à Ferrette. Mais l'accueil des migrants a d'abord inquiété dans le village. Monique habite en face de la caserne. Bon, madame, ça c'est vos voisins maintenant? Bah oui, c'est mes voisins. Là, il n'y a pas de souci. Ils sont super sympas, super contents d'être là apparemment. Quand on nous a dit qu'il y aurait des migrants en face de nous, on avait un peu de préjugés, mais bon, franchement, ça s'est très bien passé dès le début. Quand ils sont arrivés, on s'est dit, on va regarder, on va voir comment ça se passe. Puis quand ils sortaient, ils allaient faire leurs courses, allaient se promener, c'est eux en premier qui nous disaient bonjour. Donc on s'est dit, ça se passera bien, quoi, il n'y a pas de problème. Je vois pas pourquoi il y aurait un souci. De préjugés à une situation apaisée. Mais quelques voix continuent de critiquer le choix du maire. François Coandé est à l'initiative du projet. Aujourd'hui, il se rend chez une des bénévoles pour faire le point. Voilà, c'est ça, une famille nombreuse. Le dernier tract que j'ai eu, donc c'est samedi dernier, lors d'une foire annuelle qu'on a affairée de la foire à la Saint-Nicolas, une grande foire. Donc un groupe de jeunes sont venus distribuer des tracts. Voilà, alors des tracts, voilà, par exemple, stop, on est chez nous. Hein. Après chez nous, après on dit Ferrette, voilà. Ferrette, clandestin, non merci. Hein. Ils disent qu'il y en a encore qui vont venir. Il y aura des violences, des vols, etc., des dégradations. Alors, depuis qu'ils sont là, ça fait bientôt 1 an que les migrants sont à Ferrette. On n'a eu aucun problème pour l'instant par rapport à ces migrants. Le village s'est mobilisé pour eux. Les dons des habitants, le travail des bénévoles, mais aussi celui des associations. Toutes les semaines, Caritas et les Restos du Cœur aident les familles qui n'ont pas les moyens de faire leurs courses. Nous y retrouvons la famille afghane. Bonjour, ça va? Oui, et vous? La plupart du temps, s'il nous manque quelque chose et que nous avons assez d'argent, on va au supermarché. Mais une fois par semaine, on vient chez Caritas. On vient acheter plein de choses, des légumes, des pâtes. On trouve vraiment de tout ici. Vous n'avez pas pris des céréales quand vous avez des enfants? Vos enfants ont quel âge? 4 ans, 5 ans. Voilà. Ah oui. Donc là, il y a des gâteaux, il y a du chocolat là-haut. Ils ont droit à 25 € par personne, en sachant qu'ils ne payent que 10% de la valeur, ce qui est 2,50 €. Soit 40 € de produits par semaine pour la famille, qu'ils paieront 4 €. À cela s'ajoutent les 7 € que les demandeurs d'asile reçoivent chaque jour de l'État. Allez-y, prenez-en encore si vous voulez. Nadia, Sanaoula et leur fille viennent d'obtenir un titre de séjour. 2 ans après avoir quitté l'Afghanistan et après quelques mois difficiles à Paris, ils vont pouvoir s'installer en France et débuter une vie normale. Quand on nous a envoyés de Paris, ici les gens nous ont bien accueillis. Et depuis, c'est vrai que tout se passe bien. On n'a pas vraiment eu de grosses difficultés. On n'avait plus de problèmes.
Je veux rester dans le coin. On va partir de Ferret parce qu'on est un peu loin de la ville et des magasins et on va aller à Alkirch. Ça nous conviendra mieux. J'espère qu'on aura un appartement là-bas. On ne veut pas aller ailleurs. Un appartement, Aziz, lui, en a déjà un, dans le cœur de Ferret. C'est la cuisine. De temps en temps, on mange ici. Mais souvent, on mange par terre, comme en Afghanistan, sur le tapis. C'est là qu'il s'exerce au français, avec un ami venu lui rendre visite. Installé depuis 3 mois, il se sent reconnaissant. Il explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de quitter son pays. C'est très bien pour nous, parce que nous avions une vie très dure en Afghanistan. Les réfugiés viennent ici parce qu'ils ont des problèmes. Nous avons perdu nos familles, nos mères, nos pères, nos frères. C'est pour ça que nous venons. Si on n'avait pas ce problème, on ne viendrait pas. Tout le monde est heureux dans son village et dans son pays. Aziz voulait rejoindre l'Angleterre par Calais, mais il a vite compris qu'il n'y parviendrait pas. Il a donc fait le choix de la France, puis de Ferret, un village qui lui rappelle le sien, un village qui devient le sien. Quand je suis arrivé à Ferret, quand j'ai vu la situation, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est un si petit village. Et je me suis dit, il faut que je retourne à Calais. Mais ensuite, quand j'ai rencontré ces gens, quand je les ai vus, j'ai réalisé que c'était des gens vraiment très bien. Désormais, une nouvelle vie l'attend. Comme lui, beaucoup de migrants doivent à Ferret leur premier jour de répit. Une halte enfin dans leur parcours chaotique. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En 2004, les clichés ont fait le tour du monde. On y voyait des détenus irakiens subir des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des militaires américains. L'affaire de la prison d'Abu Ghraib en Irak a choqué l'opinion et plongé l'administration Bush dans un profond embarras. Depuis, ce complexe pénitentiaire, situé à quelques kilomètres seulement de Bagdad, reste le symbole de l'occupation américaine en Irak. Aujourd'hui, alors que les autorités de Bagdad envisagent de rouvrir le complexe pénitentiaire qui a été fermé en 2014, nos reporters Fatma Kézilboa, Hussein Assad et Vincent Roux ont obtenu l'autorisation exclusive de le visiter. La prison, livrée à l'abandon, est restée figée dans le temps. Les stigmates du passé sont intacts. Reportage. De toute ma carrière, je n'aurais jamais imaginé travailler dans une prison vide. La lumière, dis-leur d'allumer la lumière. Les détenus qui se trouvaient ici se sont évadés. C'était le 21 juillet 2013. Ils se sont fait la malle et la plupart d'entre eux étaient condamnés pour terrorisme. Près de 4 ans se sont écoulés, mais la scène est quasi intacte. Une nuit d'été, un déluge de mortiers s'abattait sur la prison la plus connue d'Irak, suivi d'un assaut revendiqué par Al-Qaïda. Louaï Abdulrazak n'était pas là au moment des faits. Il a été muté directeur du complexe il y a 2 ans. Son prédécesseur, lui, a été écroué. Car selon le gouvernement irakien, l'attaque a été planifiée avec la complicité de certains membres du personnel pénitentiaire. Elle a permis à plus de 500 djihadistes de s'évader. Vous ne trouverez que le Coran. Et pourquoi? Ce sont les ordres. Le livre sacré des musulmans reste la seule lecture autorisée dans les prisons de haute sécurité en Irak. Celle où sont gardés les détenus les plus dangereux. Une mesure pointée du doigt, jugée responsable de la radicalisation de milliers de condamnés. Après leur évasion d'Abu Ghraib, certains ont rejoint les rangs de l'État islamique en Irak et au Levant, qui proclamera quelques mois plus tard l'instauration du califat sous la bannière État islamique. Mais pour beaucoup d'Irakiens, c'est derrière cette porte que les malheurs ont commencé.
Les Américains se trouvaient ici, à cet endroit. Aucun personnel irakien ne se trouvait ici. Ils n'étaient pas autorisés à venir ici. Après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, la prison d'Abu Ghraib passe sous le contrôle de l'armée américaine. Très vite, un scandale éclate. Dans ce couloir, les personnes accusées de soutenir l'ancien régime étaient victimes des pires tortures et humiliations. Un traumatisme pour de nombreux Irakiens. Les portes que vous avez vues à la télé, c'était celles-là. Quand on vient ici, ça ravive en nous les souvenirs de cette tragédie. On n'aurait jamais imaginé qu'un pays démocratique fasse de telles choses. Aujourd'hui, les Américains ne sont plus à Abu Ghraib. Ce sont les soldats de l'armée irakienne qui assurent la sécurité dans cette région longtemps considérée comme l'un des fiefs de l'insurrection sunnite. L'autorité du pouvoir chiite est rappelée à tous les coins de rue. Mais le major Erkad assure que cela ne provoque aucune tension. Non, au contraire, on n'a aucun problème avec les habitants d'Abu Ghraib. Je vais vous dire, on sert même parfois d'arbitre pour les aider à régler leurs propres désaccords. Derrière les checkpoints, un semblant de vie normale renaît à Abu Ghraib. Depuis le lancement des opérations contre l'organisation État islamique en 2015, la sécurité s'est sensiblement améliorée dans cette ville située aux portes de Bagdad. Après des années de guerre, les habitants tentent de se reconstruire. Cette décennie noire, un homme en a été le témoin. Othman Nawaf, vice-gouverneur d'Abu Ghraib. À 39 ans, il affirme avoir échappé à 28 attentats. Mais il a toujours refusé de quitter la région. Ce matin au programme, la visite d'un village libéré de la présence des djihadistes. Nous sommes dans le village de Saadan Ouamé Saïd. Il fait partie des 43 villages qui étaient aux mains de Daesh. Tout a été saccagé. Nous sommes au cœur du théâtre des opérations et c'est seulement à 5 km du centre d'Abu Ghraib. Il y a eu des combats ici pendant plus de 2 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour reprendre le contrôle. Vous êtes tous rentrés? Oui, en majorité. Mais certains n'ont plus de maison. Les combats menés ici ont provoqué le déplacement de milliers de personnes. La plupart ont tout perdu. Dans cette région qui ne vivait un temps que de l'agriculture, posséder du bétail est devenu un signe de richesse. C'est le cas d'Omar El-Shakir. Situé plus au sud, son village a échappé au contrôle de l'organisation État islamique, mais jamais ses terres n'avaient autant été en danger. Ce qu'il possède de plus précieux, il le garde à l'abri des regards dans une cave qu'il accepte de nous faire visiter. Ça, c'est de l'urée, c'est de l'engrais. On s'en sert pour nourrir les plants de légumes. Les forces de l'ordre nous interdisent d'être en possession de fertilisants. C'est totalement illégal. On peut être puni pour en avoir. Ce sont les autorités qui en ont interdit le transport à Abu Ghraib pour des raisons de sécurité. Le nitrate d'ammonium est une substance présente dans les engrais chimiques. Bon marché, facile à se procurer. Ces fertilisants sont utilisés par les djihadistes dans la fabrication de bombes artisanales. Leur interdiction a ruiné l'agriculture de la région. Bonjour Abou Ahmed, comment ça va? Combien coûtent les tomates? 1250 dinars, voilà où on en est. On vendait des tomates, maintenant c'est nous qui les achetons. Avec ses 300 hectares de terrain, Omar compte parmi les plus grands propriétaires d'Abu Ghraib. Mais seuls 20% sont actuellement exploités. Et ce n'est pas seulement en raison d'une pénurie d'engrais.
On va dans l'un de nos champs où l'eau a été coupée. Des plants secs, c'est tout ce qu'il reste. Regarde, on cultivait de tout ici. Le bétail venait se promener. Il y avait de tout, du blé, du son, de toutes sortes. Mais la coupure de l'eau nous a causé du tort matériel et moral. On a arrêté de planter ici, on n'a pas eu le choix. Une sécheresse provoquée par l'organisation État islamique dans le but d'asservir la population. L'avancée des djihadistes a été bloquée à moins d'une dizaine de kilomètres d'ici. C'est donc en coupant le barrage qui alimente ces terres qu'ils ont réussi à faire de la ville d'Abu Ghraib un enfer. Les autorités ont aujourd'hui repris le contrôle du barrage. Mais en attendant son fonctionnement, les villageois doivent remplir des réservoirs. Une denrée vitale, délivrée 2 fois par semaine à l'aide de camions-citernes. Car depuis la chute des prix du pétrole, l'Irak traverse une grave crise économique. Le vice-gouverneur est invité à déjeuner par un clan sunnite. Et comme le veut la tradition à Abu Ghraib, du dlémillé est préparé en l'honneur de cet hôte important. Faute de financement, le rétablissement des infrastructures doit attendre. Ces hommes savent qu'ils vont devoir faire preuve de patience. C'est donc un tout autre message que vient leur délivrer Othman. Nous entrons dans la saison du choléra. L'eau que nous vous apportons est potable. Il faut être sûr que l'eau que vous buvez est propre, quitte à la faire bouillir avant. Les années de guerre ont gravement détérioré les conditions sanitaires à Abu Ghraib. Quand l'eau est venue à manquer, les habitants comme Majid ont tenté d'y remédier par leurs propres moyens. C'est le puits dont nous buvions l'eau. Et à cause de ça, on a connu la mort. Une eau impropre à la consommation qui a provoqué il y a 2 ans une épidémie de choléra. Plus de 500 cas ont été recensés et 8 personnes ont perdu la vie, dont la sœur de Majid. Elle a commencé à avoir des diarrhées pendant la nuit, à 1h du matin. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, son état s'était aggravé. Ils lui ont donné des médicaments et mis sous perfusion, mais ça n'a pas suffi. Elle est morte 2-3 heures après. Des efforts intenses ont permis de sauver des milliers de vies à Abu Ghraib. Avec l'arrivée de l'été, lorsque les températures dépassent les 40 degrés, l'apparition de nouveaux cas de choléra atteint son risque maximal. Le docteur Jabir contrôle le centre de dépistage qui existe dans le seul hôpital de la ville. On est en train de procéder à des tests pour voir s'il y a des symptômes de choléra. Il y a une cellule de crise pour nous informer des cas, mais pour le moment, tout va bien, rien à signaler. Chaque jour, plus de 1200 patients sont traités ici. Des prélèvements sont systématiquement effectués sur les cas jugés suspects. On effectue des mises en culture pour détecter la présence du virus. Mais il faut attendre 24 heures pour avoir les résultats. Mais cette maladie qui date du Moyen-Âge n'est pas le seul mal qui ronge cette ville où le temps semble s'être arrêté. Depuis les années 1980, aucun investissement n'a été fait à Abu Ghraib. La plupart de la population est donc au chômage. Ezzedine fait partie des rares chanceux. Il travaille dans ce garage depuis l'âge de 12 ans. Il en a aujourd'hui 21. En vérité, il n'y a pas d'opportunité de travail pour les jeunes. La situation ne leur permet pas de trouver de travail. Quelqu'un qui trouve un travail fixe est très rare.
En 2007, je travaillais comme ouvrier quand j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Je l'ai ensuite embauché et il fait du bon travail. C'est un bon gars, il travaille bien. 10 heures de travail par jour pour un salaire mensuel de 200 €, qu'Ezdine dépense dans sa seule passion, le bodybuilding. On vient ici pour oublier les soucis de la maison. C'est le seul endroit qui nous permette de nous défouler. C'est l'un des rares espaces d'activité de la ville. Ces jeunes n'ont rien connu d'autre que la guerre. Rares sont ceux qui ont poursuivi leurs études. La plupart rêvent de devenir des sportifs de haut niveau, mais là encore, l'aide de l'État manque cruellement. Le soir, pour tuer le temps, les jeunes du quartier se retrouvent dans un café. Dans cette société conservatrice, le lieu est uniquement réservé aux hommes. C'est ça la vie à Abu Ghraib. On sort du sport et on vient là pour jouer au billard et fumer le narguilé. Une vie normale, quoi. Ce n'est pas ce que les autres imaginent. Bien sûr, ça me rend triste lorsqu'on dit du mal de ma ville, mais ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ça m'est égal. Le destin d'Abu Ghraib a basculé après les horreurs vécues à l'intérieur de sa prison. Pour pallier au problème de surpopulation carcérale, le gouvernement irakien envisage aujourd'hui sa réouverture, ce qui laisse présager un avenir toujours incertain. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Les enlèvements se multiplient en Afghanistan et c'est un fléau qui frappe une population déjà accablée par la guerre et les attentats. Le phénomène touche les étrangers mais aussi les Afghans. Outre les conséquences sociales, ces kidnappings ont aussi un impact désastreux sur l'économie du pays. Le reportage de Camille Le Pommelec, Sonia Ghezali et Vincent Roux. C'est devenu le véhicule de prédilection des hommes d'affaires kaboulis. Un 4x4 blindé pour se protéger des attaques et des kidnappings. Celui-ci pèse 4 tonnes. Il a spécialement été importé du Japon. Son propriétaire, le PDG d'un des plus grands groupes industriels du pays, a déboursé 150 000 $. Même en cas de suicide, cette voiture peut me protéger dans, disons, 80 à 90% des cas. En plus du blindage et des vigiles armés de Kalachnikov, Zaki Ahmad a fait installer un gadget anti-enlèvement. Un haut-parleur pour éloigner les agresseurs et communiquer en toute sécurité. Où est le bouton pour parler à l'extérieur? Parfois, les ravisseurs se déguisent avec des uniformes de policiers. Et il est très compliqué de savoir si ce sont des vrais. Donc j'utilise ce bouton pour parler avec eux et leur demander ce qu'ils veulent. L'homme d'affaires arrive sur l'un des 4 sites de son groupe. Une usine de fabrication de sorbets glacés. Il a embauché une armée de vigiles. Tout va bien? Oui, tout va bien. Où sont les autres gardes? Tout le monde est en place. Tout le monde est en place? Bien. Plus d'une dizaine d'anciens militaires, répartis dans l'usine mais aussi autour du site. 36 caméras surveillent l'usine, 24 heures sur 24.
Zoom sur celle-là, s'il te plaît. Ce dispositif coûteux a été mis en place après une série d'intimidations. Ça a commencé par des textos menaçant de s'en prendre à sa famille. Mon fils aîné rentrait de l'école. Après que le bus scolaire l'a déposé devant la maison, il a aperçu une voiture avec des hommes en armes. Il s'est rué à l'intérieur de la maison, juste à temps. Quelques semaines plus tard, Zaki Ahmad a envoyé sa famille dans les Émirats arabes unis, à plusieurs milliers de kilomètres de l'Afghanistan. Omniprésents à la télévision, les kidnappings sont en expansion en Afghanistan. La police en a comptabilisé 300 l'an dernier, presque un par jour. Le chiffre réel serait bien supérieur. Au marché d'échange de Kaboul, sécurité maximale. Policiers, militaires, services secrets et vigiles surveillent les transactions de billets après qu'une trentaine de commerçants ont été enlevés ces dernières années. Beaucoup de membres du marché sont partis en Turquie et ont acheté des maisons là-bas pour leur famille. L'argent part d'Afghanistan. La majorité des kidnappings sont le fait de groupes mafieux qui profitent de l'insécurité croissante. Les autres sont dus aux insurgés. Un phénomène criminel qui bouleverse l'économie, mais aussi la société afghane. Pour rencontrer les victimes de kidnapping à visage découvert, il faut quitter le pays. La ville d'Ahmedabad en Inde. C'est ici que Gourala, un jeune Afghan de 22 ans, a trouvé refuge pour poursuivre ses études. Un exil forcé suite à son enlèvement par des hommes armés sur le chemin de l'école. 2 hommes sont sortis d'une voiture et m'ont demandé « C'est toi Gourala ?» Je leur ai répondu « Oui ». L'un d'entre eux m'a alors frappé avec un pistolet et je me suis évanoui. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un grand conteneur. Mes mains et mes pieds étaient attachés par des chaînes et 5 personnes masquées me regardaient. Pendant 6 jours, le jeune homme subit des agressions physiques. Ils me frappaient avec des chaînes. Ils utilisaient aussi une batte de cricket. Et ils tiraient mes oreilles avec des pinces. Depuis 3 ans, Gourala partage cette petite chambre avec 2 amis et des souvenirs douloureux. Un éloignement décidé par son père, un ancien élu local en Afghanistan. Ce père, nous l'avons rencontré dans ce quartier populaire de Kaboul. Shafi a souhaité garder son anonymat pour des raisons de sécurité. La famille est loin de rouler sur l'or, mais à l'époque, son statut d'élu attise les convoitises. Shafi a enregistré les échanges téléphoniques avec les ravisseurs de son fils. Allez. شاهین وضو جان څنګه چل ده بچي Le gang réclame 500 000 $, une fortune. Le salaire moyen est de 200 $ en Afghanistan. خب یادته که شما کدام کار میکنین دیگه اون ما کار زور دیگه طاقت نداره دیگه باید Au bout de 6 jours, les services secrets afghans parviennent à localiser les ravisseurs en pistant leur téléphone. Ils filment la libération. Voici mon fils. Vous regardez souvent ces images? Oui, mais elles sont difficiles à regarder. Le chef du gang appartient à la propre famille de Shafi. Un neveu jaloux allié à des policiers véreux. En Afghanistan, personne n'est à l'abri des enlèvements. Ils font partie du quotidien.
Ce genre de séquence choc inonde depuis des années la télévision afghane. Prenez votre arme, vite! Des affaires de kidnapping. Alerte à tous, enlèvement en cours dans le quartier de Kartenav. Reconstituées par des comédiens avec l'aide de la police. Il existe plusieurs émissions de faits divers en Afghanistan. Celle-ci est diffusée depuis 2012 sur la seconde chaîne privée du pays. Les reporters suivent le quotidien de plusieurs commissariats. Le producteur a vu les kidnappings devenir de plus en plus violents. Ok, mets en lecture. Et vous osez vous dire musulman, alors que vous avez enlevé mon petit-fils. Vous n'avez pas honte? Selon lui, le phénomène a explosé après le retrait des forces de l'OTAN en 2014. À cause du départ progressif de la communauté internationale, beaucoup d'Afghans perdent leur emploi. L'aspect économique est un facteur important. Les kidnappings constituent aussi une source de revenus pour les groupes insurgés. C'est le meilleur moyen de financer leur combat. Face aux groupes criminels, une force d'élite a été créée au ministère de l'Intérieur, le département d'investigation criminelle, dirigé par le général Zahir, célèbre dans tout le pays. Ce sont les dernières statistiques des kidnappings? Oui. Très bien. Devant les caméras, le général multiplie les opérations de libération de victimes. Merci mon général, merci beaucoup. En 2014, il a démantelé 2 gangs à Kaboul et fait pendre leur leader. On a arrêté tellement de groupes criminels que maintenant la situation est sous contrôle. Tout est revenu à la normale dans les grandes villes. Il n'y a plus autant d'enlèvements que par le passé. Une affirmation qui va à l'encontre de la perception des hommes d'affaires du pays. Zaki Ahmad, le chef d'entreprise, préside également le syndicat des industriels afghans. Ces derniers mois, l'insécurité n'a cessé de progresser. Comme vous le savez, le fils d'un de nos collègues a été tué lors d'un enlèvement. Autour de la table, cet homme d'affaires a été enlevé sur une autoroute par un commando puissamment armé. Ils n'avaient pas de petits calibres, mais des kalachnikovs, des mitrailleuses et des lance-roquettes. Au bout de 15 jours, mon frère est venu de Kaboul. Il leur a remis $100 000 au milieu du désert. Et j'ai pu être libéré. Sur les 12 membres du gang, 2 seulement ont été emprisonnés. Les autres auraient acheté leur liberté grâce à des pots de vin. La corruption, l'insécurité, 2 mots qui pèsent sur l'économie afghane. Les investissements auraient baissé de moitié en un an. Il y a ceux qui restent malgré tout et il y a ceux qui sont partis. À la fin de cette histoire, nous retrouvons Gurala, le jeune homme exilé en Inde après un enlèvement. Il appelle régulièrement son père resté à Kaboul. As-tu besoin de quelque chose, mon fils? Non, père. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas. 5 ans après le kidnapping, il ne peut toujours pas rentrer chez lui. C'est ma dernière année d'études. Mais la famille des ravisseurs m'a prévenu. Si je reviens là-bas, ils se vengeront de moi. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je rentrer en Afghanistan et prendre les armes? Ou dois-je continuer mes études et abandonner ma famille? Tiraillé, Gurala est à l'image de la société afghane.
déchiré par une violence dont les kidnappings sont un symptôme. Le pays s'enfonce dans le conflit. 11 500 victimes civiles en 2016, un record. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et encore une fois, très bonne année 2018.